Chex Marie-Pierre. Le Breton Frédéric. Présent. Riffarolkin Martine. Présent. Sapor Pierre. Présent. Combier Marie-Christine. Présent. Auxerre François qui a donné procuration à Martine Mattei. L'Armande Véronique. Présent. François Patrick. Présent. Luc Stanislas. Damani Samira. Fort Aguirre Estelle. Présent. Roche Patricia. Présent. Sirvan Eliane. Présent. Ranchon Denis. Présent. Bougarin Nadia qui est en train d'arriver. Royère Christian. Bosier Sylvie. Marcelia Biba qui a donné procuration à Patrick François. Claude Serre. Présent. Lavis Christian. Présent. Alex Dominique. Présent. Murcia Antoine. Présent. Stella Julie qui a donné procuration à Dominique Alenc. Saez Jean-Pierre. Présent. Guillaume Stéphane. Présent. Et Madame Porquet-Céline, j'espère toujours qu'elle va bien. Donc, ceci étant dit, nous allons passer, alors, vu que nous sommes passés en M57, dernière, juste un petit commentaire, une information. Donc, le maire, le président de l'Assemblée délibérante est tenu de communiquer aux membres de l'Assemblée le projet de budget avec les rapports correspondant à 12 jours au moins d'ouverture de la première session consacrée à l'examen du budget, c'est-à-dire avant l'examen du budget primitif. Donc les délais de communication aux élus ont bien été envoyés dans les délais impartis. Donc premier dossier, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 février 2024. Est-ce qu'il y a des commentaires ou pas? Donc on va le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Donc nous allons passer au point finance numéro 2, compte administratif 2023 du budget principal M57 et du budget annexe pour M4. Et je laisse la parole à M. Frédéric Le Breton. Donc nous allons examiner maintenant les résultats de comité de 2023. Commençons par la session de fonctionnement. Pour cette session de fonctionnement, eh bien, il y a un bénéfice de 725 milliers d'euros, je dirais, pour l'année, qui correspond à, je dirais, aux 4798 000 euros et aux dépenses de 0,73. Ces 725 000 euros sont augmentés du principe des résultats reportés à hauteur de 956 000 euros. Et c'est donc au total, le résultat de clôture s'élève à 1 681 000 euros. Voilà. Je vais vous placer, excusez-moi, parce que je vois que les tableaux sont un peu mangés. Donc on peut passer aux dépenses de fonctionnement proprement dit, avec la présentation par chapitre. Donc les dépenses de fonctionnement par chapitre, les dépenses réelles atteignent 3 816 000 euros, on le trouve bien ici. Ils sont en retrait de 8,5% par rapport au budget au BP 2023, qui était prévu à hauteur de 4 170 000. Et ce retrait s'explique par deux phénomènes. Un retrait dans les charges personnelles à hauteur de 128 000 euros et un retrait des dépenses dans le chapitre 11 qui correspond aux dépenses des services à hauteur de 986 000 euros pour un beauté de 194 000 euros, ce qui fait une économie de 208 000 euros. Donc, commentaire, je dirais, par rapport aux 2 084 000, le retrait des frais personnels qui pourrait trouver certains, je dirais, parce que nous avons
Mais nous avons eu pas mal de mutations et de départs en retraite au cours de l'année. Et avec les décalages des remplacements, évidemment, on a généré une économie au cours de l'année 2023. Économie qui disparaîtra, bien sûr, dans le budget 2020. Pour le reste, eh bien, nous avons en chapitre 65, il y a une augmentation des charges de gestion courante qui sont dues essentiellement du remboursement de la prime pour l'énergie, le filet de sécurité. Voilà. Et qui vient contrebalancer l'économie qui est ici, du renfort personnel. Par rapport à l'année précédente, les dépenses de fonctionnement, elles, sont aussi en retrait à hauteur de 3,7%. Ce qui correspond donc à 148 000 euros. La baisse provient essentiellement des coûts d'énergie et de voirie que l'on a enregistrés ici dans le budget, dans les réalisations 2023, par rapport à 2022, où nous avions la crise de l'énergie à son maximum avec des prix au kilowattheure extraordinaires. Et puis, on a aussi les coûts de voirie qui ont déjà été mentionnés pour la comparaison avec le BP 2023. Ça marche aussi pour la comparaison avec l'année 2022. Et puis, on a les charges de personnel qui sont compensées par ce filet de sécurité, évidemment, dont on avait bénéficié en 2022, mais qu'on a dû rembourser en 2023. Voilà. Les recettes maintenant, chapitre des recettes. Alors, ces recettes de fonctionnement en 2023, elles s'élèvent à 4 735 000, je parle bien sûr des recettes réelles, contre un budget de 4 589 000, ce qui représente un dépassement par rapport au BP de 3,2%, on trouve ici. L'augmentation de 138 000 euros correspondante est due essentiellement à l'accumulation des bases d'impôts qu'on retrouve ici, puisque toute l'augmentation est ici dans le chapitre 213. Par rapport à l'année précédente, les recettes réelles de fonctionnement sont quasiment stables. On est à moins 0,4%, ce qui représente 20 millions d'euros d'écart. Et la statistique a des compensations de dépenses entre les niveaux. Alors, au chapitre 70, on enregistre dans les réalisations 2023 une baisse des remboursements de sinistres et l'arrêt de la refacturation d'un agent à l'EPCI, donc un peu moins de recettes. Et puis, par contre, dans les chapitres 73 et 74, qui correspondent aux impôts et dotations de l'État, eh bien, on a une baisse des compensations, la baisse des compensations fiscales qu'on a ici, voilà, eh bien, elle se trouve contrebalancée par l'actualisation des bases fiscales sur les impôts et taxes au chapitre 73. On peut donc passer à la section d'investissement. Cette section d'investissement, eh bien, elle est déficitaire à hauteur de 993 000 euros, puisqu'on voit ici que les opérations entre les dépenses ont été supérieures à celles des recettes. On avait toutefois un résultat reporté positif de 111 000 euros qui a réduit le déficit de l'année à 882 000 euros. Donc, les dépenses réelles, maintenant, dans le détail et par chapitre. Donc, par rapport au BP 2023, les dépenses d'investissement reculent sur les chapitres, notamment sur les chapitres 2020, 2021 et 2023, en raison du retrait de certains investissements qui ont pris un petit peu de retard. Par rapport à 2022, on note que sur le chapitre 16, évidemment,
évidemment, on a un retrait qui est lié à la diminution des remboursements d'emprunts dus aux emprunts anciens, sachant aussi qu'on n'a bien sûr pas eu d'emprunt nouveau qui nous charge les annuités. Au chapitre 23, les avances sur mobilisation en cours ici sont naturellement plus élevées que celles de 2022. Elles étaient moins élevées que dans le BP, mais beaucoup plus élevées malgré tout que 2022. Et ça, c'est évident, tout à fait naturel, en fonction de l'approbation des chantiers, principalement maisons de santé et piscines, que l'on a vu sur 2023. Alors, quand on a fini ces opérations, eh bien, on peut faire le constat que notre endettement, je dirais qu'à la fin de l'année 2023, s'est réduit, de même que nos annuités, comme on peut le constater ici, et on a atteint un point bas, je dirais, à 1 678 000 de capital restendu pour des annuités de 361 000. La capacité de désendettement est elle aussi, je dirais, favorable, puisque, je dirais, on a à la fois une augmentation de notre marge d'autofinancement et en même temps une diminution de l'endettement, ce qui évidemment nous amène à moins de 2 ans en termes de capacité pour rembourser notre dette, je dirais, sur la base de la marge brute dégagée en 2023. Donc on est bien meilleur que la strate de comparaison, vous voyez, qui était en 2022 à 5,1. Alors nous n'avons pas encore de chiffre de 2023, bien évidemment, si vous voyez que c'est le même chiffre qui était repris pour 2022 pour équilibrer le graphique. Mais de toute façon, on sait que ça n'évoluera vraisemblablement que peu. Et même si ça évolue à la baisse, la marge est telle entre nos performances 2023 et la strate de comparaison que, je dirais, nous sommes dans une situation qui peut être jugée confortable. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. On reparlera tout à l'heure des libérations suivantes, l'affectation des résultats. Donc, s'il y a des questions ou des suggestions. Oui, donc les comptes administratifs que vous nous présentez sont relativement conformes aux orientations budgétaires que vous aviez présentées au mois de juillet 2023. Et donc avec notamment des dépenses de personnel qui se maintiennent et dont on voit qu'on est sur une tendance qui se maintiendra à l'avenir au-delà des 2 millions d'euros, même si effectivement elles sont en retrait de 128 000 euros cette année. Ce retrait par rapport au budget prévisionnel que vous avez évoqué, et j'avais le résultat global aussi de l'exercice 2023, nous amène à demander à ce que la prime inflation soit versée aux agents de la commune sur la base justement des marges dégagées, prime inflation qui était versée aux fonctionnaires de l'État par l'État, et déjà beaucoup de collectivités se sont pensées pour le versement de cette prime inflation. J'ai ensuite une interrogation pour vous, Monsieur le Président, parce que suite à la commission de finances avec le président Lavis, qui était présent également, on a été un peu surpris de l'absence de réponse pendant la séance à un certain nombre de questions. Je ne sais pas si c'est un avis de la CETI dans votre délégation. Ça, je ne vous permets pas. Ça, c'est de l'interprétation, ça. Voilà. Alors, on n'interprète pas. Allez, on fait, monsieur. Allez, on fait. Restons sérieux. Voilà. Je suis très sérieux. Voilà. On le voit. Sur un certain nombre de questions qu'on vous a posées, dont certaines, je dirais à la simple lecture du compte administratif, c'était évident qu'on allait les poser. Je vais prendre juste un exemple. La ligne octroi de mer, avec 4 800 euros inscrits.
N'importe quel élu qui lit le compte administratif se pose la question, qu'est-ce que c'est que cette somme qui apparaît tout d'un coup comme 3 000 €? Vous n'avez pas su répondre en séance. Alors certes, on a eu la réponse après avec le compte rendu de la commission, mais en séance, pas de réponse. Et j'irai au-delà cette petite ligne qui peut paraître anecdotique, pour laquelle vous nous avez indiqué après que finalement c'était le mois de septembre de la taxe sur les pylônes électriques. Du coup, a faussé aussi la ligne de la taxe sur les pylônes électriques sur l'année et a faussé aussi nos prévisions d'inscription budgétaire sur 2024 pour cette même taxe. Alors, c'est des recettes en plus, c'est pas bien grave, mais c'est 8 000 € de recettes supplémentaires. Alors, j'aimerais, avant que vous alliez plus loin, répondre quand même sur ces questions-là, parce que sinon, je pense que je vais perdre le fil. Donc, lassitude, excusez-moi, je dirais, c'est pas encore le cas. Si j'étais là, de mes responsabilités, eh bien, me serais démis mes fonctions. Donc, rassurez-vous, tant que je ne me démets pas de mes fonctions, c'est que, j'y prends, à défaut peut-être toujours du plaisir, au moins, à l'intérêt. En ce qui concerne la prime qui serait versée éventuellement, aux salariés, il vous a déjà été précisé par Mme Madry. Après, je voudrais bien répondre là-dessus. Okay. Ça me concerne directement. Je te laisserai répondre. Et je réponds maintenant sur toutes les questions auxquelles je n'ai pas apporté de réponse. Alors, vous savez que dans ces périodes budgétaires, et vous êtes bien placé pour le savoir, on prépare en même temps les budgets et le résultat de l'année précédente. Et toutes vos questions n'ont pas porté sur des questions générales pour lesquelles j'aurais pu vous répondre, j'ai répondu sur des questions générales, mais sur des questions qui portaient sur un certain nombre de comptes, et d'ailleurs avec des valeurs qui n'étaient pas extraordinaires. C'était vraiment des points de détail. Donc j'aimerais quand même rectifier ça. Et la réponse vous a été fournie d'ailleurs, comme vous avez les promis dans la commission, vous avez promis de vous répondre, relativement rapidement. Ça a pris quelques jours. Pour reprendre toute la liste des comptes individuels que vous aviez relevés. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce type de question, ou alors que ce type de question aurait été posé avant, par mail, comme vous l'avez déjà pratiqué d'ailleurs. Cette fois-ci, vous ne l'avez pas fait, vous avez attendu la commission, très bien. Mais on n'est pas toujours en mesure, et ça, je me défie, tous les responsables, en la matière, d'être toujours capable de répondre à tous les comptes un par un, sachant qu'il y en a quelques centaines qui sont manipulés, dans le compte administratif. Alors, excusez-moi, la réponse vous l'avez eue, et je ne vois pas l'intérêt de votre intervention, si ce n'est d'essayer de décrédibiliser, les membres de la majorité. Mais bon, c'est votre droit. Oui, alors simplement, moi j'ai nettement constaté une différence entre la commission de l'année 2023 et la commission de l'année 2024. En 2023, j'ai posé un certain nombre de questions qui avaient lieu, pareil, sur des questions de taille, auxquelles vous avez su répondre en séance. Alors, voilà. Après, je suis d'accord qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. La seule différence, c'est que vous êtes un technicien que lui ne l'est pas, monsieur Alec. Oui, alors, et un technicien, quand il vient en compte administratif et qu'il remarque pas toi-même, il se pose pas des questions. Tout à fait, oui, mais là vous êtes en train de regarder à virgule près, mais c'est votre droit. Je sais bien qu'on est en période de changement climatique et que peut-être un jour la Méditerranée arrivera à la cathédrale d'Olivier. Voilà, c'est mieux la Méditerranée que la mer du Nord, monsieur Alec. Pourquoi? Voilà. Puisque vous essayez tout le temps d'envoyer des clics. Voilà. Maintenant, je vous demande d'être plus rapide. Donc, c'est bon, Frédéric? Tu as répondu aux questions? Ah, je pense, oui. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler, je vais répondre à votre question concernant la prime d'inflation, où d'un coup, je suis ravi, je suis vraiment ravi que maintenant le personnel vous touche à ce point-là. Donc, vous écrivez tout et n'importe quoi, parce que vous, je ne sais pas, vous devez avoir des antennes ou j'en sais rien. C'est pas une interpellation, ça, voilà. Pour l'instant, je ne vous ai pas demandé de parler, vous ne me coupez pas la parole, monsieur. Donc, non, on voit très bien ce qui se passe sur les Facebook et autres, ce n'est pas de l'interprétation.
Moi, je vous parle de faits et de faits réels. Donc, l'évolution des avantages pour les agents que nous avons mis en place depuis 2020. On va commencer par les avancements de grade, ce que vous aviez mis en place, M. Alec. L'un des critères d'avancement de grade, nomination au choix sans condition d'examen, était que l'agent soit à moins de 5 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Donc ça, c'était un CTP du 16 mars 2016. Ce critère représentait un véritable frein pour la carrière de l'agent. Cela pouvait entraîner une baisse de motivation, une volonté de changer de collectivité. Lors du CT du 26/11/2020, nous avons supprimé cette condition, avancement en fonction des postes vacants du tableau d'avancement, avant la mise en place des lignes directrices de gestion. Donc ça, c'était, pour eux, on avait enlevé cet étranglement. Donc il y a eu des avancements de grade depuis pour le personnel, on n'attend pas 5 ans avant le départ à la retraite. Lors de la mise en place du RIFSEP en 2019, il avait été décidé de supprimer le CIA pour les agents qui étaient absents de plus de 60 jours. Ça, c'est encore, ça vient de vous, M. Alec. Donc, trouvant cette décision rigide pour les agents, nous avons modifié la règle de la façon suivante lors du CT du 24 juin 2021. De 0 à 60 jours, donc taux plein du montant de la prime, 61 jours d'absence à 90 jours, 65%, de 91 jours à 120 jours, 35%, plus de 120 jours, 0. Donc il y a eu encore aussi une évolution de la situation confortable pour le personnel. À Noël, augmentation du montant alloué aux enfants des agents, passant ici de 40 à 50 euros, plus instauration d'un colis de Noël pour chaque agent. Les astreintes, mise en place d'une astreinte administrative rémunérée pour les agents du service donc de l'état civil. Nous n'avons pas attendu les prérogatives de l'État. Et effectivement, alors vous vous bossez d'avoir mis en place une prime à l'inflation. Moi, je trouve qu'elle est parfaitement injuste, cette prime à l'inflation. Parce que le personnel a besoin, pas à l'instant T, d'une seule et unique prime, où on fait un one-shot comme ça. Donc nous sommes en train de regarder pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus pérenne. Et nous en discutons en conseil syndical qui aura un comité qui aura lieu fin avril. Donc nous nous positionnerons à ce moment-là. Nous avons jusqu'au mois de juin pour savoir si c'est la prime d'inflation ou pas, ou si on donne quelque chose de beaucoup plus pérenne, M. Alec. Donc effectivement, le fait que je l'ai voté en conseil communautaire, ok, puisque c'était fait en conseil communautaire, c'était voté à l'unanimité avec les maires, pourquoi pas. Donc donner une prime alors que uniquement juste sur un instant T, je ne trouve pas ça très équitable. Donc il y a d'autres moyens d'aider le personnel, socialement parlant, autre qu'une prime à l'inflation. Alors vous voulez faire le buzz, c'est votre problème, en toujours tombant pas sur les mêmes personnes en disant elle ne veut pas donner. Je n'ai jamais dit que je ne voulais pas donner, j'ai dit qu'on était en pleine réflexion avec les délégués du personnel. Nous y travaillons aussi pour trouver quelque chose de beaucoup plus pérenne et de beaucoup plus audacieux qu'une prime à l'inflation à l'instant T. Voilà, monsieur. Je ne fais pas d'interprétation, mais quand on me dit ce n'est pas prévu, je comprends, ce n'est pas prévu. Voilà. Ah, c'est pas d'interprétation. Ce n'est pas prévu, on a dit qu'on est réfléchissé, on n'a jamais dit que pour l'instant ce n'était pas à l'ordre du jour. Oui, effectivement. Et alors, on a dit ce n'est pas prévu. Oui, ben alors là on n'est pas au conseil CCAS. Oui, donc, voilà. Vous me direz pas l'égalité entre les agents du CCAS et ceux de la commune. Non, allez, ça c'est encore de l'interprétation, monsieur Alain. Vous dites qu'on n'est pas au CCAS, Voilà. donc aussi. Ici, on est un conseil municipal et ce qui se passera en conseil municipal sera exactement à l'identique à un conseil du CCS. Donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc arrêtez de faire le buzz sur les réseaux sociaux en voulant vous faire passer pour le chevalier blanc. Donc nous aussi on travaille et on y a travaillé depuis qu'on est arrivé. Et les conditions concernant le personnel, elles ont été largement améliorées par rapport au mandat précédent. Voilà. Et vous oubliez de dire qu'effectivement les conditions d'avancement de grade ont changé, puisque avant c'était il fallait attendre d'avoir des nominations après réussite d'examen professionnel pour pouvoir en nommer au choix. Et ça a disparu en 2020. Donc effectivement, avant on était obligé de faire des sélections. Depuis 2020, on a pu en faire, et tant mieux pour les agents. Et personne n'a jamais dit, ni moi, ni mes collègues, qu'on était contre ces dispositions. Mais autrement, vous n'êtes pas contre, mais en fait, vous essayez toujours de trouver une faille pour pouvoir vous engouffrer. On ne cherche pas à trouver une
on considère que cette prime inflation, elle est normale pour les agents qui n'ont pas eu en 2023 une augmentation du point à la hauteur de l'inflation. Mais monsieur Alec, je peux vous assurer que bon nombre de salariés ont déjà eu des augmentations conséquentes sur leur salaire. Parce qu'il y a beaucoup de salaires très bas sur la commune de Viviers comme ailleurs. Donc nous avons déjà donné pas mal d'augmentations salariales qui, toutes les années, nous essayons de monter les salaires. Et ça en fait partie. Donc le sujet est clos. Vous allez passer... Non, le sujet n'est pas clos. Oui, alors On interrompt deux questions, donc j'aimerais bien pouvoir continuer. Alors continuez et demandez-vous au conseil d'administration. Si vous pouvez me faire interrompre toutes les 2 minutes, c'est pas. J'avais donc dans les questions que j'avais posées en commission finance et pour lesquelles vous avez renvoyé vers le compte rendu pour la réponse, il y en a une à laquelle on n'a pas eu de réponse. C'était la question sur le coût du pourvoi en cassation. Puisque la réponse qu'on a eue dans le compte rendu de la réunion. On n'a pas reçu la facture. On n'a pas reçu la facture. Oui, donc ça veut dire que quand vous commandez quelque chose, vous ne commandez pas sur devis, vous ne savez pas combien ça coûte avant. Pas pour le, comment dire, les dépenses sur l'avocat. Donc vous lancez des dépenses comme ça, et qu'on va avoir un retour à la banque sans savoir ce que ça coûte. Attendez, on pratique depuis longtemps, comment dire, cet avocat, et on sait, comment dire, que les coûts. Mais l'avocat, ça vient à l'avance combien ça coûte, hein. Combien coûte à... Allez-y, continuez, ça vous fait plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir. Moi, ça ne me fait pas plaisir que vous gériez la commune en passant des commandes sans savoir ce que ça va vous coûter. Ah oui, mais on est arrivé là, monsieur Alec, grâce à qui de prendre les frais d'avocat, grâce à qui? Grâce à vous. Féliciter. Grâce à vous et à la délégation féliciter. Grâce à vous. Voilà. Grâce à vous, il n'y avait pas besoin tout cet argent dépensé pour ça. Tout Mais ça non, pour ça. vous êtes comique, monsieur Alec. Parce que ce que vous aviez porté sur cette action, c'est pas ça qui est c'est une procédure. C'est un défaut de procédure. Ce qui n'a rien à voir avec ce pourquoi vous attaquiez comment dire, les délibérations. Et donc, ça justifiait de faire un pourvoi en cassation et de dépenser encore des... Non mais attendez, monsieur Alec, vous êtes en train de faire... C'est pas vous qui allez sortir, comment dire, 5 000 francs, 5 000 euros, comment dire, ou 6 000 euros de, comment dire, d'indemnité, comment dire, par adjoint. C'est pas vous qui allez les rembourser, c'est nous. Oui, mais je signale... Et je vous en remercie d'ailleurs à cette occasion. Mais je vous en prie. Et je signale que vous avez une injonction de le faire depuis le mois de juin 2023 et que vous n'avez toujours pas fait. Ah oui. Et là, l'histoire n'est pas encore terminée, monsieur. Qui vivra verra. Ah oui. D'accord. Donc Qui vous vivra n'avez verra. l'intention de ne pas exécuter les décisions. Ah, je n'ai pas dit ça. Encore de l'interprétation, monsieur Alec. J'ai dit qui verra verra. Qui vivra verra. Donc nous n'en sommes pas là. Nous ne parlons pas de ça. La seule chose que vous êtes en train de dire, que soi-disant mes élus ont touché des indemnités non méritées, alors qu'en fait de compte, ce qui a été retenu, c'est uniquement une erreur administrative de délibération, d'ordre chronologique. Or, quand nous sommes remontés dans le temps, sur le mandat de M. Lavis, pour ne point le nommer, la même chronologie a été exactement... Tous les élus n'étaient pas indemnisés. Mais ça n'a pas été rejeté, M. Ça n'a pas été rejeté. C'est uniquement l'ordre chronologique. Voilà, ça a été uniquement l'ordre chronologique de prise de décision. Arrêtez de tout mélanger. Christian, tu avais des élus, des délégués qui étaient rémunérés, qui ne mettaient jamais les pieds aux réunions. Ah oui, mais oui. Ah non, il y a des gens qui ont gardé des délégations, on ne les a pas vus. Alors, mais voilà, si on met tout sur la table. Juste un truc que je trouve cocasse, c'est que vous dites tout et n'importe quoi en 5 minutes. Je commence par la fin. Vous dites qu'on gère mal la commune. Non, c'est ce que vous avez dit. Vous dites qu'on gère. Et 5 minutes avant, vous donnez quitus à la gestion administrative de la société parce que vous dites quoi?
écoutez, il y a une manne financière, il faudrait bien verser la prime inflation. Donc ça veut dire que quand vous demandez à ce qu'on verse la prime inflation, quelque part, ça sous-entend que la commune est bien gérée, qu'il y a de l'argent à dépenser. C'est ce que ça veut dire. Et 5 minutes après, vous dites que c'est mal géré. C'est assez cocasse comme situation. Parce que si vous pensez que la commune est mal gérée, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, vous n'avez pas à demander la prime inflation. Vous n'êtes pas à la gestion. Vous vous occupez pas du personnel. Et là, en fait, on sent bien que c'est un artifice politique. Vous dites, on va les faire dépenser. Voilà, c'est tout. C'est moi. C'est une interprétation. La campagne est ouverte. Mais si. Jamais une opposition va dire, si une opposition pense que la commune est mal gérée, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, jamais une opposition va dire à la majorité, allez-y, dépensez. Sauf s'il y a une petite stratégie derrière. Autrement, c'est insensé. Et c'est ce que vous faites. Vous dites, oh, les comptes sont bons, quand est-ce que vous versez la prime à l'inflation? Vous êtes incohérent dans le raisonnement. Vous êtes chef d'entreprise, vous savez. Oui. Ça vous arrive souvent de passer des commandes sans devis? Non, jamais. Voilà. Jamais. Voilà. Mais ça m'arrive jamais de dépenser de l'argent que je n'ai pas. Donc si vous pensez qu'on n'a pas d'argent, pourquoi vous demandez à ce qu'on dépense de l'argent? Vous n'avez pas d'argent. Jamais. Donc quelque part, ça veut dire que la commune est bien gérée et que vous trouvez qu'il y a un petit peu de marge de manœuvre pour augmenter le personnel. C'est ça la réalité. La réalité, Et reconnaissez-le, c'est bien géré. La réalité, c'est qu'il y a 128 000 € d'écart sur le budget des dépenses de personnel de 2023. Pour les raisons qu'a expliqué M. Le Breton, on peut les notamment dépenser. des absences non remplacées, etc. Et qu'effectivement, sur ces 128 000 €, on peut en prendre une partie pour verser la prime inflation. Donc ça veut dire qu'on gère quand même pas trop mal. Oui, ça veut dire que vous n'avez pas remplacé tous les agents absents. Vous n'allez pas me reprocher, c'est chaque fois qu'on passe une annonce au téléphone, me reprocher maintenant de ne pas embaucher, de ne pas remplacer. Quand j'embauche, je cherche le chapitre 12. Vous avez une petite question, vous n'avez pas un musique dans l'oreille qui... Non, n'hésitez pas, tout fonctionne bien, monsieur. Voilà. Mais je pense quand même que vous avez une petite musique dans l'oreille qui fait que dès que je dis quelque chose, vous pensez que c'est un reproche. Mais non. Franchement, on va pas avoir des idées pareilles dans la tête. Donc, quand je dis que tous les agents ne peuvent pas remplacer, c'est un constat. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est un constat. D'accord. Voilà, si vous l'avez fait, M. Le Breton l'a fait, c'est un constat. Bon. Bon, et bien s'il n'y a plus de Donc je vais sortir. débat, nous allons procéder au vote sur ce compte administratif du budget principal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, nous allons passer maintenant au point 3 sur les comptes de gestion du budget principal. Le compte de gestion est ici, je dirais. C'est le compte administratif du port, excusez-moi. Ah, pardon. Merci, vous avez raison, nous faisons ça dans l'ordre. Je voulais attaquer le port après, c'est pas grave. Donc, compte administratif du port. Voilà. Donc, compte administratif du port, résultat de l'exercice 2023 en section d'exploitation est bénéficiaire de 11 millions d'euros contre 3 qu'il est en 2022. Les dépenses réelles de 2023, comme vous pouvez le voir ici, ont diminué
de 6 millions d'euros par rapport à 2022 en raison du retrait des petites fournitures qui ont été dépensées de ce budget. Les recettes réelles, quant à elles, progressent de 8 millions d'euros grâce aux recettes d'activité qui sont supérieures à ce qui était attendu, avec 15 000 euros comment dire, de recettes, là où on attendait que 9. Par rapport au budget principal du 23, les dépenses montrent un retrait qui est lié aux petites fournitures non engagées, de la même façon. Et je dirais que les recettes sont supérieures, comme je vous l'ai indiqué. On va passer maintenant à la section investissement. Donc, la section d'investissement dégage pour 2023 un excédent de 17 millions d'euros. Les dépenses réelles d'immobilisation 2023 montrent une légère progression par rapport à 2022. On peut le voir ici. Alors, cette augmentation fait suite à l'installation de bras d'amarrage pour l'autodrotisme et quelques menus d'aménagement sur le ponton d'Aviron, le ponton existant. Par rapport au BP 2023, le projet de nouveau ponton d'Aviron, repoussé en 2024, explique le retrait que vous avez par rapport à les imitations du chapitre 21 qui étaient prévues dans le budget primitif 2023. Enfin, en 2023 comme 2022, ne dispose d'aucune recette réelle hors report et amortissement. Voilà, c'est à peu près tout. C'est évidemment simplissime étant donné la faiblité de ce budget. Nous allons procéder de la même façon. Avez-vous des questions? Il y aura juste une petite explication de vote, comme l'année dernière. On pourrait limiter légèrement les dépenses de personnel, enfin le transfert de dépenses de personnel pour limiter un petit peu le déficit. Voilà, pour ces raisons, ça atteindra. On les a maintenus pour des questions de transparence, puisque ce sont bien les gens qui sont payés sur le budget principal et qui effectuent les tâches correspondantes. Voilà. Qui vote contre ce budget, ce compte administratif du port? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc, en ce qui concerne les comptes de gestion, que je tiens à votre disposition ici, comme le précise la loi, après avoir entendu approuver le compte administratif de 2023 et après s'être assuré que M. le Trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des sommes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les types de recettes et celui de tous les mandats de paiement hors de recette, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui étaient prescrites à ses écritures. Donc, il nous revient maintenant de délibérer sur ce compte de gestion qui s'oppose à ce compte de gestion, qui s'abstient, qui vote pour. Merci à l'unanimité. Maintenant, la même chose pour le port. Le budget principal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. On peut donc passer au point numéro 4, qui est l'affectation du résultat 2023 au budget principal et du budget annexe. Donc, voilà, nous avons ici l'affectation du résultat au budget principal.
Donc il a été dégagé, comme il avait été précisé dans la présentation du compte administratif, un résultat de fonctionnement positif à hauteur de 1,7 million et un déficit de 881 000, 882 000 même à l'envie, au niveau des dépenses d'investissement. Donc, nous avons, en termes d'affectation du résultat, affecté 881 000 pour éviter le déficit et remettre à zéro le compte d'investissement et porter le reste au compte 002 en recette de fonctionnement reportable. Est-ce qu'il y a des questions? Dans ce cas, on peut passer au vote. Qui vote contre cette affectation? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Maintenant, on va voter de la même façon pour le port. Donc le port dégage un résultat de 15 000 € en fonctionnement et un résultat positif en recette, on dit aussi pour les investissements. Bien sûr, ce résultat positif provient toujours des investissements qui sont cumulés alors qu'il n'y a que des faibles investissements qui sont réalisés. Et donc, nous vous proposons de porter ces 14 740 € 69 au bénéfice du compte 002 reportable. Voilà. Pas de remarques. Donc dans ce cas, on va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va passer la délégation urbanisme, patrimoine et environnement avec le point 5 que je vais présenter puisque François Auxerre est absent aujourd'hui, avec le renouvellement de l'opération de façade dans le périmètre du site patrimonial remarquable qui a été changé aussi puisqu'il y a déjà eu une délibération qui a été votée en conseil communautaire pour améliorer et conduire à la nécessité de faire évoluer le règlement de l'aide. Alors on a travaillé depuis l'année dernière, c'était avec le service urbanisme et le service de l'architecte des bâtiments de France. On avait retenu une première hypothèse, une première proposition qui était une extension uniquement sur les bâtiments construits avant 1948. Faisant partie d'un front bâti donc, de la ville urbaine, puis après, et qui était également dans le périmètre des monuments historiques. Donc, bon, on a vu qu'il y a des dossiers qui sont arrivés et qui étaient encore en extérieur de ce dossier. Donc, on a souhaité d'étendre au-delà de ces propositions-là de ces bâtiments, de l'étendre aux entrées de ville, que ce soit sur la 86I et que ce soit sur la 86, donc qui traverse Villiers, puisque c'est là aussi c'est une première vitrine sur la tribune, et on a souhaité donc étendre le dispositif. Donc, suite à la mise en œuvre d'une opération de façade dans le périmètre des sites patrimonial remarquable par délibération du conseil municipal du 13 avril 2021 et afin de poursuivre la politique de valorisation du patrimoine et la redynamisation de son centre-ville et aussi de ses accès, la commune souhaite renouveler cette démarche et on propose donc une modification plus une augmentation aussi de la subvention. Pour la rénovation de façade, on partirait de 15% du montant hors taxe de travaux qui serait plafonné à 2 000 €. Pour rappel, donc sur la précédente délibération, c'était plafonné à 1 500 €. Comment? Et c'était 10%, oui. Donc changement de menuiserie seule, donc ce 15% du montant des travaux hors taxe plafonné à 1 500 €.
Pour rappel, c'était là aussi 10% plafonnés à 1 000 €. Et concernant les travaux de façade et menuiserie, 25% du montant taxe des travaux pour les façades plafonnées à 2 500 € et 25% du montant des travaux hors taxe pour les menuiseries plafonnées à 2 000 €. Donc, pour rappel, c'était là aussi 20% pour les façades plafonnées à 1 800 € et 20% pour les menuiseries plafonnées à 1 200 €. Et les travaux de zinglerie où on vote cette fois-ci 8 € le mètre linéaire. Pour rappel, c'était 5 € le mètre linéaire. Donc les subventions ne peuvent être octroyées que dans la limite de l'enveloppe budgétaire annuelle votée à cet effet par ce même conseil municipal. Alors ces aides sont attribuées sous réserve de répondre aux conditions suivantes. L'immeuble doit être situé dans le périmètre, dans le nouveau périmètre défini. Seules les façades visibles depuis le domaine public sont éligibles. Donc c'est à peu près les mêmes conditions qui ont été votées à la communauté de communes. Aucune condition de ressources n'est exigée pour l'octroi de cette aide. Sous réserve d'acceptation du devis par évidemment l'architecte des bâtiments de France dans le périmètre du SPR et de protection des monuments historiques, et sous réserve de ne pas avoir commencé les travaux bien entendu avant la demande d'aide, et sous réserve de conformité des travaux a posteriori. Donc l'enveloppe financière attribuée à cette opération sera déterminée chaque année lors du vote du budget primitif. Ainsi est proposé donc au conseil municipal de voter cette nouvelle déclaration. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Alors, nous nous réjouissons de l'extension du périmètre d'intervention par la commune aux entrées de ville, donc depuis les routes départementales, permettant ainsi de prendre en compte l'un des 2 amendements que nous avions présentés le 12 décembre dernier. Je rappelle que cet amendement avait été rejeté par la majorité à 2 exceptions près. Mais nous regrettons que notre deuxième proposition, dont l'objectif était d'apporter de la cohérence à la cité du barrage, en intervenant côté Vivier, à l'identique de ce qui est mis en place côté Saint-Montant. Regrettons que cet aspect n'ait pas été entendu. Parce qu'avant d'être Vivarois ou Saint-Montanais, les habitants de la cité du barrage ont un vrai sentiment d'appartenance à leur cité. Et par ces décisions successives, sur cette opération façade aujourd'hui, après la suppression des dérogations pour l'école de Saint-Montant tout proche de la cité, vous niez cette identité, c'est regrettable. Nous voterons quand même pour cette proposition en vous invitant à réfléchir à nouveau sur la situation de la cité du barrage. Alors, monsieur Lavis, je vais vous répondre, c'est encore hors sujet, parce que, bon, hormis l'opération de façade, s'il y a bien un point qui a été complètement abandonné, y compris sur votre mandat, monsieur Lavis, c'est bien la cité du barrage, et ce sont bien les extrêmes, donc Saint-Alban et la cité du barrage. Alors, qu'avez-vous fait pour la cité du barrage? Nous avons monté un comité de quartier, là-bas, où nous avons fait tous les travaux qui ont été demandés, donc ont été réalisés, que ce soit de la sécurité, que ce soit de la coupe d'arbres, que ce soit de jeu de boules, de la mise en sécurité d'une aire de jeu des enfants, que ce soit de la plantation, etc. Donc tout a été réalisé, monsieur Lavis, depuis que nous sommes arrivés. Vous n'aviez jamais rien fait à la cité du barrage. Donc maintenant, je suis fortement étonnée que d'un coup, vous vous préoccupiez des façades. Alors les façades, c'est vrai, il y a des dispositifs qui existent avec l'ANA, avec le péage, tout ça. Donc ils peuvent très bien monter leur dossier, ils ont déjà droit à des aides là-dessus. Pour l'instant, nous avons mis plus d'une année pour pouvoir tomber d'accord avec l'architecte des bâtiments de France et avec la DRAC pour pouvoir étendre ce dispositif. Vous pensez bien que de toute façon, on ne nous aurait pas autorisé de monter jusqu'à la cité du barrage. Voilà. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À la majorité, je vous remercie. Donc nous allons passer au point 6. Et à toi, Pierre. Permis de végétaliser. Oui. Alors, pour commencer, il y a une erreur qui s'est glissée dans la libération, c'est-à-dire que, en fait, le permis concerne les façades végétalisées, les travaux en plein terme, il concerne aussi les jardinières, puisqu'il s'agit en fait d'une occupation du domaine public. Donc, il y a une erreur dans le guide et dans les délibérations, si vous voulez bien,
corriger dès à présent. Et puis, tant qu'on y est, je vous propose de remplacer le terme de politique de développement durable, qui est indiqué depuis la délibération, par le terme de transition écologique. Parce qu'effectivement, c'est bien une question de transition qui se pose devant nous. Par rapport à un réchauffement qui, en fait, s'élève à 1,4 degrés actuellement dans le monde, et 2 degrés en France, puisque en fait, nous sommes dans une zone d'Europe qui est beaucoup plus affectée. Le réchauffement est plus rapide et le gouvernement, à l'horizon 2100, envisage de façon réaliste 4 degrés de réchauffement. Donc, face à ça, il y a bien sûr une nécessité d'abaisser les émissions de gaz à effet de serre, une nécessité de diminution de 5% par an, ce qui est considérable, ça correspond en fait à la diminution mondiale qu'on a eue pendant le Covid. Donc là encore, on n'est pas pour l'instant dans les clous. En dehors de cet aspect d'arrêter les émissions, la deuxième action qui est possible, c'est effectivement une adaptation qui est nécessaire, puisque tout le monde peut constater le réchauffement. Dans ce cadre-là, donc, c'est ce qu'on peut appeler une politique de transition écologique, qui est assez large. Aujourd'hui, on va parler du permis de végétaliser. Et je voudrais d'abord situer rapidement le cadre, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, en particulier dans les villes importantes, c'est là où il y a plus de travail. Mais nous, on a cette chance d'avoir une ville méditerranéenne, donc avec des rues étroites. Et ça, c'est déjà un avantage parce que ça peut refroidir déjà les températures. Surtout si on a des orientations dans le sud, comme c'est le cas par exemple dans la ville avec la Grande, par exemple. Donc les solutions qui se présentent sont fondées sur différents moyens. D'abord le végétal, parce que plus le taux de végétalisation est élevé et plus le rafraîchissement, le confort thermique sont importants. Et ça va aussi une réduction de la demande en climatisation, c'est un autre point à souligner. Et sur l'eau c'est moins net, sauf quand on a des rivières qui passent, mais c'est intéressant aussi, je pense qu'on aura un sujet sur les fontaines publiques, par exemple, qui sont possibles, mais pas dans le cadre de ce permis de végétalisation, mais dans le cadre du travail, par exemple, qui est en train de se faire avec le CAUE sur les études d'aménagement des places publiques. Les parcs, les arbres, bien entendu, sont des éléments qui permettent de rafraîchir. Bon, là, on se concentre sur le centre ancien pour l'instant, donc je ne développerai pas le sujet. Les façades végétalisées, donc c'est davantage là-dessus qu'on va pouvoir agir, en tout cas aujourd'hui, notamment avec les plantes grimpantes qui permettent d'avoir moins d'arrosage, en tout cas pas un arrosage intégré, c'est pas absolument nécessaire, mais elles sont plus résistantes. Des solutions, d'autres types de solutions qui sont des solutions grises aussi, dont font partie justement les fontaines LG2 dont j'ai parlé juste avant. Les structures d'ombrage, c'est-à-dire les pergolas ou verres végétalisés, les trails aussi. Les pergolas, on pourra peut-être les mettre en place également dans le cadre de l'étude concernant les places. Le cadrage que pourra faire le CAUE, bien entendu en liaison avec l'ABF. Il y a un travail possible sur les structures des sols, mais là, bon, quand il s'agit en fait de remplacer les sols existants. On peut faire baisser l'albédo, c'est-à-dire en fait, on peut modifier l'albédo en utilisant à la place du goudron des métalles plus clairs. Il peut y avoir des gros gains de température, on a vu jusqu'à 4 degrés quand même. Et pour l'instant, je vous propose d'examiner l'intérêt rapidement du permis végétalisé. Donc je pense que vous avez dit, il est assez clair, donc il permet de situer exactement les objectifs et les moyens mis en œuvre. L'objectif, c'est effectivement de rafraîchir. On a voulu faire en fait quelque chose d'assez simple dans le processus, c'est-à-dire qu'il y a simplement une convention signée. Et on a simplifié au maximum les dépôts de
permis, etc. C'est-à-dire que naturellement, il y a une épée qui est nécessaire, mais il y a eu un travail préalable avec l'ABF pour valider les différents emplacements possibles, ce qui évitera d'avoir des délais d'attente à chaque fois pour avoir les permis, et ce qui permettra de concentrer sur 2 périodes, le printemps et l'automne, les plantations, avec donc les permis qui vont être déposés au fil de l'eau toute l'année. Donc, on souhaite privilégier les projets planétaires, bien entendu, parce que c'est là où les plantes seront le plus à l'aise. Donc avec des fausses de plantation, et c'est la commune donc, qui va à la fois proposer, mettre à disposition gratuitement donc, des plantes à sélectionner, et qui va faire les trous qui sont nécessaires, et aussi aménager les fausses de plantation pour la plantation. Voilà, donc une fois que ça sera en place, il restera donc pour le titulaire du permis végétalisé la plantation, l'arrosage, l'entretien, le nettoyage pendant l'année. Et on va aussi essayer d'aménager ça avec des temps conviviaux, à la fois dans la présentation du permis à la population, et puis peut-être, voilà, pourquoi pas faire des réunions, des réunions de quartier, voilà. Ça c'est quelque chose qui est développé et discuté sur les communautés de quartier, mais je pense que c'est une occasion aussi d'échange autour de cette végétalisation. Voilà, donc je vais vous lire le projet de délibération qui complétera ce que je viens de dire. Donc, dans le cadre de sa politique de transition écologique et d'adaptation au changement climatique, la commune souhaite mettre en place sur son territoire le dispositif du permis végétalisé. Cette démarche permet d'encourager le développement de la végétalisation du domaine public de la commune en s'appuyant sur une démarche participative et une forte implication des habitants, afin de créer des îlots de fraîcheur en période estivale, de favoriser la nature et la biodiversité en ville, de participer à l'embellissement et à l'amélioration du cadre de vie, de changer le regard sur la vie, de créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres, notamment avec les voisins, créer des cheminements agréables et ainsi favoriser des modes de déplacement doux. Pour ce faire, il est proposé de délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public appelée permis de végétaliser à toute personne qui s'engage à assurer la réalisation et l'entretien sur l'espace public d'un dispositif de végétalisation, façade végétalisée, plate-bande en pleine terre, jardinière. Cette autorisation sera octroyée par la commune à l'issue d'une étude de faisabilité technique de la demande réalisée par le service technique. Le permis de végétaliser sera conclu pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement et pour une durée maximale de 12 ans. Un nouveau permis sera alors déposé. Vu la loi numéro 2021-11-04 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui a créé l'article L 2125-1-1 dans le Code général de la propriété des personnes publiques, ce dispositif, considérant que le permis végétalisé est une autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui peut être délivrée à toute personne morale de droit public, de droit privé ou personne privée, précaire et révocable à tout moment. Considérant qu'un guide de bonne pratique a été rédigé en vue de définir les modalités d'obtention d'un permis végétalisé, les conditions d'octroi du permis, les obligations afférentes au destinataire du permis, la durée de l'autorisation. Considérant que ce guide de bonne pratique précise notamment que le site de végétalisation devra être à proximité du lieu de résidence du bénéficiaire, au pied de son immeuble, afin d'en faciliter l'entretien, préconisant aussi des matériaux et des végétaux ou essences adaptés au territoire. Donc, je vous propose, après que nous en ayons délibéré, d'approuver donc la création du permis végétalisé sur la commune, d'approuver le guide des bonnes pratiques, donc avec cette modification concernant les jardinières qui font partie du permis, ainsi que la convention annexée à la présente délibération, définissant les conditions de mise en place du permis de végétaliser. Et d'autoriser, par conséquent, Madame le maire, son représentant, à signer les autorisations appelées permis végétalisé, ainsi que tout document relatif à ce dispositif. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, pas une question, mais juste sans reprendre ce qui a été dit en
mais le plus dur reste à faire, c'est la promotion de cette démarche. Alors, vous avez dit que vous aviez déjà commencé, donc c'est très bien. J'ai regardé sur la ville d'Arles, par exemple, donc, il doit faire à peu près 60 000 habitants, ils en sont à 200 permis digitalisés, et le dispositif existe depuis 2017 ou 2018, je crois. Voilà, donc on voit que c'est pas... Voilà, si on ramène à l'échelle de notre commune 10, 15 permis, ce serait déjà à la même échelle que la ville d'Arles, mais c'est aussi, je pense, beaucoup la valeur de l'exemple qui fera que d'autres auront. Voilà, donc on votera des mains. Tout à fait. Alors, j'ajoute qu'en fait, on a travaillé avec le comité de quartier qui était tout à fait favorable à ce dispositif et aussi avec l'association active qui, dans le passé, a déjà intervenu pour faire des propositions dans ce domaine-là. Et donc, je crois qu'on peut s'appuyer sur un certain nombre déjà de numéros volontaires qui sont prêts à agir. Après, bon, le réchauffement climatique nous sert aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'en fait, il pousse quand même à trouver des solutions. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, les solutions, ça ne sera pas uniquement de la végétalisée. C'est pour ça que j'ai fait cette présentation un peu plus large des possibilités d'adaptation, parce que je crois qu'en même temps, c'est quelque chose qui peut rassembler les Varois et rassembler aussi le conseil municipal, enfin l'ensemble du conseil municipal, sur un projet qui, de toute façon, nous concerne tous, quel que soit nos positionnements politiques. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Non, mais je voulais poser juste une Ah, petite question. pardon. Est-ce qu'il n'y aura pas une extension Oui, alors effectivement, je ne vais pas parler du périmètre, hein, je sais un peu l'intervention. Donc actuellement, donc, il y a la grande rue, il y a la rue du Château avec la petite impasse qui est derrière, au niveau de la maison d'Estrade. Il y a la rue Farel, il y a la rue de la République, et c'est tout pour l'instant. Et les grandes rues, je peux citer, oui. Voilà. Donc ça c'est pour commencer en fait. Hein. Voilà, il y a eu un repérage qui a été fait sur tout ça. L'extension, ça pourrait être sur les rues attenantes, et puis également sur le boulevard. Alors, je ne veux pas donner tout de suite de délai. Pour moi, le mieux, c'est le plus rapidement possible, hein, évidemment. On a peut-être des problématiques un petit peu différentes sur le boulevard. C'est pour ça que si vous avez regardé la convention, vous avez vu qu'on parle de la largeur des trottoirs, par exemple. Donc, on a essayé d'anticiper sur la totalité du territoire de manière à pouvoir démarrer. Mais ça va être aussi le travail des services qui va permettre, je l'espère, d'avancer dès que ça sera possible. Donc, effectivement, l'extension et aussi, disons quand même que là, on va faire quand même une première phase de test, voir comment ça fonctionne, etc. Voir s'il y a des améliorations à apporter. Et donc, dès que ça sera possible et qu'on aura avancé, on pourra effectivement aller plus loin. Ouais. C'est logique. Parce qu'il y a des endroits où on a enlevé tous les arbres, là, du côté du pont romain, par exemple. Donc ça va à l'inverse de. C'est pas du tout la même chose. On a enlevé les arbres. Non, oui, donc enlever les arbres, ça fait que par rapport à un climat, c'est quand même pas quelque chose. Nous avons enlevé des arbres parce que le syndicat de l'Escoutaille a fait une étude. On ne s'est pas levé un matin en disant on va couper les arbres au pont romain. Donc le pont romain, tout ce qui a été nettoyé, c'est par rapport justement aux crues pour que ça puisse passer et pour pouvoir éviter que toutes les embâcles, tout ça reste bloqué par rapport aux arches du pont romain. Et tout ce qui s'est fait de l'autre côté, c'est parce que justement il y avait des arbres qui menaçaient de tomber parce qu'ils étaient malades. Donc c'est le syndicat qui a décidé, après une étude bien entendu, après accord de l'État, de pouvoir couper les arbres. Ça mise en valeur. Et ce qui est la mise en valeur aussi, qui a donné la mise en valeur du pont. Bon. On va faire le débat, mais c'est obligatoire de mise en valeur. Bon, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Merci Pierre. Donc nous passons aux écoles, au point numéro 7, commande publique, et je passe la parole à Véronique Armand. Oui, alors il s'agit là de renouveler une procédure d'appel d'offres en vue de renouveler un marché relatif à la confection et la livraison de repas en maison froide qui arrive à son terme au 30 juin 2024.
Donc il convient d'associer à cette opération l'OGEC pour la restauration scolaire et l'ALPEC pour les repas de l'accueil de loisirs. Et il nous apparaît nécessaire de former un groupement de commande pour l'ensemble des membres ayant par ailleurs comme objectif commun d'intégrer les enjeux de santé publique et de préservation de l'environnement conformément à la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Voilà. Donc, la convention constitutive du groupement de commande signée par les membres définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener toute ou partie de la procédure de passation ou l'exécution du marché au nom et pour le compte des autres membres. Donc il convient donc, je raccourcis un peu, hein, mais il convient donc de créer un groupement entre la commune de Viviers, l'ALPEG et l'OGEC. La commune serait désignée comme coordonnateur de l'opération. Et elle aurait à sa charge de créer la commission d'appel d'offres qui sera donc la sienne. Et au terme des différentes consultations menées, de désigner l'attribution du marché afférente suite aux décisions de la commission d'appel d'offres. Voilà. Donc, je vais vous lire le projet de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1414-3, vu le Code de la commande publique du 1er avril 2019 et notamment ses articles L 2113-6 à L 2113-8, considérant que le regroupement de pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour leurs achats est un outil qui non seulement leur permet d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence, mais aussi d'assurer la maîtrise de leurs dépenses, économie d'échelle, considérant que la commune doit entreprendre une procédure d'appel d'offres en vue de renouveler le marché relatif à la confection et la livraison des repas en liaison froide qui arrive à terme le 30 juin 2024 et qu'il apparaît opportun d'associer à cette opération l'association de loisirs pour l'enfance du Varoise ALPEG, personne morale de droit privé ainsi que l'OGEC, considérant que ce regroupement vise à faire bénéficier les structures du groupement de la même prestation sur l'ensemble de la commune, considérant qu'il convient de se prononcer sur la création du groupement de commande ainsi que sur l'approbation de la convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement du groupement. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la création d'un groupement de commande entre la commune, l'ALPEG et l'OGEC pour organiser la consultation commune pour la confection et livraison de repas en liaison froide, approuve la convention de constitution d'un groupement de commande, confection et livraison de repas en liaison froide annexée à la présente délibération, autorise Madame le maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de commande engageant la commune, étant précisé qu'au terme des consultations menées et de l'attribution des marchés afférents par la commission d'appel d'offres, il sera demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les contrats à venir. S'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. On va passer au dernier point, sécurité des travaux, point 8, extension du système public de vidéoprotection urbaine sur le territoire de la commune, accueil de l'hôtel de ville, et je passe la parole à Patrick François. Conformément au code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L 251.2, le maire, en tant qu'autorité publique exerçant le pouvoir de police administrative, a compétence pour installer un système de vidéoprotection dans les établissements ou lieux ouverts au public appartenant à la commune, ainsi que sur les voies publiques. Cependant, cette extension du système de vidéoprotection ayant un impact sur les affaires de la commune, d'un point de vue domanial, budgétaire et de commande publique, une délibération des conseils municipaux est nécessaire vu que le marché initial de la vidéoprotection est arrivé à terme. Un dispositif de vidéosurveillance ou vidéoprotection
codifié au code de la sécurité intérieure, consiste à l'installation de caméras fixes mobiles sur la voie publique ou dans les dans le lieu ouvert au public avec renvoi des images enregistrées ou non vers un poste central. La mise en place d'un dispositif de vidéoprotection urbaine s'inscrit dans le cadre du développement de la politique de prévention de la ville et par son extension, de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. En ce sens, il est nécessaire d'équiper l'accueil de l'hôtel des lieux d'un tel dispositif de vidéoprotection afin de sécuriser au mieux cet espace qui constitue, de par sa destination, l'un des lieux les plus sensibles. Il sera complété par 2 boutons anti-agression reliés au système de téléprotection de l'hôtel de ville, au même titre que l'alarme anti-intrusion. Donc le projet que je vous passe, je vous fais grâce des arrêts des doigts. Donc, considérant que la commune souhaite se doter de moyens de sécuriser les agents d'accueil de la mairie dans l'exercice de la fonction, considérant que cette extension a pour finalité la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, considérant que sur le plan financier, l'enveloppe prévisionnelle globale de l'investissement est estimée, le chiffre est dû à la hausse, c'est 3 000 €. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de l'extension du système de vidéoprotection urbaine de la commune par l'installation de nouvelles caméras à laquelle la mairie complétée de 2 boutons anti-agression. Autorise Madame le maire ou son représentant à déposer une demande d'extension du système de vidéoprotection auprès de la préfecture de la Rèche. Autorise Madame le maire ou son représentant à signer tout document et acte utile à ce dossier. Autorise Madame le maire ou son représentant à passer les écritures budgétaires correspondantes. Et vote. Si vous avez des questions. Juste une question. J'ai bien compris pour le thème de vie. La question c'est ne faudrait-il pas envisager d'élargir cette vidéoprotection au niveau du CCAS et au niveau du service technique, des endroits où il y a le public qui va et voilà, sur le contact. Et est-ce qu'il y a déjà eu, bon chez nous, je pense qu'on entend à la télé, tout ça, on entend parler des agressions, je trouve des débuts, mais est-ce qu'il y a déjà eu des cas chez nous Non. De toute façon, si elle avait, on ne parlerait pas de conseil municipal. Non, mais si on met quelque chose pour protéger avec des protections particulières, c'est bien pour anticiper ce genre de problème. Pour anticiper, ça devient obligatoire. C'est Par exemple, dans les écoles, il n'y avait pas de système anti-intrusion, qui normalement était obligatoire depuis pas mal d'années. C'est pas que de ce mandat. Et il n'y avait pas de système anti-intrusion. Il y a renforcement des Vigipirates et tout. Donc, et nous l'avons mis en place. On l'a mis en place. Voilà. Et pour les autres lieux, ça sera prévu ou pas? C'est envisagé? Oui, c'est une réflexion à avoir. C'est une réflexion. Tout est écoute, mais effectivement, la sécurité n'a pas de prix. Il y a un doute, mais ça Oui, comme dit Madame le maire, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'il y a une extension des actes de délinquance? Il y a quelque chose Non, il y a juste le plan Vigipirate renforcé. Oui, là, je sais que c'est un plan Vigipirate. Qui s'en va, qui repart, qui revient, qui est toujours là. Les chiffres de la gendarmerie, on les connaît pas du tout. On a eu une réunion sécurité avec la gendarmerie quand même, qui nous a dit que il y a eu des progressions cette année par rapport au bilan de l'année dernière. Il y a eu des baisses sur certains dossiers et surtout, ce qu'il y a particulièrement, c'est des élucidations d'affaires qu'avant on n'avait pas, justement grâce aux caméras. Alors eux ils sont contents parce qu'ils se servent de nos caméras pour venir vérifier. Alors il y a des personnes qui, parce que j'ai aussi tout et son contraire, j'ai des personnes qui montent un collectif parce qu'ils ne veulent pas de caméra, d'autres qui en veulent aussi derrière, d'autres, donc c'est un peu difficile. Mais nous, on va continuer la campagne, il y a des dossiers de demande de subvention qui sont encore partis et on va continuer à en mettre sur la commune. Parce que grâce à ça, on a pu résoudre pas mal de problèmes. De vol, notamment chez les habitants, de dépôts sauvages, voilà, et qui sont verbalisés.
Et les gendarmes, pour obtenir les vidéos, doivent avoir une réquisition. C'est ça. Voilà, c'est réquisition en présence de Patrick ou de moi-même et avec des policiers. Ouais, ils viennent réquisitionner les images. Tout à fait. Vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on doit passer au vote? Donc, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Tout le monde s'abstient? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Donc, le conseil étant épuisé, et nous avons une question orale qui va être posée par Madame Stell. Alors, le 15 novembre 2023, nous avons délibéré pour le recours à une mission de service civique pour contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et environnementales du service éducation enfance jeunesse. Et le 12 décembre, nous avons délibéré pour adhérer au service national universel. Pouvez-vous nous faire un point d'étape sur ces deux dispositifs? Combien de candidats pour la mission de service civique? Un jeune a-t-il été recruté? Combien de missions proposées pour le CNU? Y a-t-il eu des candidats sur les missions proposées? Merci. Alors, il vous demande c'est quoi du CNU, Madame Stell? Je trouve que c'est un bon dispositif, il faut. Il faut, d'accord. Donc, et sur l'engagement citoyen, C'est-à-dire, vous avez qu'est-ce que vous en pensez aussi, l'engagement citoyen par rapport aux jeunes, tout ça? il faut les engager, il faut qu'ils soient. Ok, alors, donc effectivement, on est passé, on l'a voté en novembre, donc mi-novembre, ensuite il y a eu 15 jours au mois de décembre, donc c'était les fêtes de fin d'année, nous sommes fin mars. Alors, il y a eu une fiche de poste qui a été prête, qui était en lien avec ce qui avait été exprimé et expliqué lors du conseil municipal du 15 novembre dernier. Donc nous avions une première candidate qui était venue s'inscrire. Par contre, il a fallu déposer une demande de renouvellement d'agrément. Donc la réponse positive qui nous a été retournée, elle date du 15 mars. Donc nous sommes le 28, ça fait que 15 jours. Pour ça, et au regard des contraintes évidemment du service civique qui dure, donc qui a 6 mois de durée, on ne va pas commencer maintenant avec une fin, donc on a dit qu'on ferait ça dès la rentrée de 2024. Et pour information, nous avons inscrit un agent à la formation justement de tuteur pour pouvoir suivre ce jeune qui est né. Donc ça c'est pour le service civique. En ce qui concerne le CNU, donc bien entendu on s'est inscrit sur le site donc cnu.gouv pour dire que la commune était prête à accueillir un candidat ou une candidate. Et donc on est en train de regarder pour savoir, parce que c'est pas le fait de recevoir des candidats ou des jeunes, il faut aussi s'en occuper. Donc il y a toute une, hormis la formation que l'on va donner, ça demande quand même du temps, etc. Et de voir dans quel service. Donc là, il y avait 2 ou 3 services qui s'étaient proposés volontaires pour pouvoir accueillir. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu encore de candidats qui se soient proposés. Mais on espère que ça viendra. Et puis maintenant, donc, on est sur les clous, plus pour le service civique, avec une personne qui va être dédiée, formée pour pouvoir accueillir. Voilà ce que j'ai répondu à vous. Oui, merci. Voilà. Je vous remercie. Le conseil est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée.